Alors, vous parliez à l'instant de deux niveaux. On a abordé le premier niveau et le second niveau. C'est justement la responsabilité que le Nigeria a dans la sous-région et dont il s'est progressivement départi et qui laisse maintenant tout le monde aller dans tous les sens. Le Nigeria est une puissance sous-régionale. Et c'est dommage que depuis longtemps, ce n'est pas sous Tinubu, c'est Buhari, et avant Buhari, enfin, c'est pas Buhari, mais celui qui a précédé. C'est une section d'événements qui nous ont conduits là. Oui, le Nigeria a abandonné son rôle de puissance régionale et de gendarme de la région. Et c'est ce rôle que la France a repris. Parce que vous vous rappelez, on a eu les 5 pays de Sahel, on avait un truc, on a mis les gens ensemble, et c'est la France qui décide de qui doit être président, qui ne doit pas être président. Vous vous rappelez, c'est comme ça que le Mali s'est retiré de cela. Le Nigeria devait prendre le devant, le lead, en tant que puissance régionale, et faire de sorte que ces problèmes qui se posent dans son environnement, qu'il puisse véritablement faire face à ces problèmes en mettant les autres ensemble avec lui. Mais regardez ce qu'ils ont fait à la réunion de la CEDEAO la dernière fois. Moi, j'en ai presque pleuré. Le Nigeria, cette puissance-là, et le président du Nigeria que nous avons là, il est là, et on va appeler Diomaye Faye. Diomaye Faye, oui, le président sénégalais. Et on fait de lui un médiateur. Moi, je ne comprends rien à ça. Diomaye Faye, à quel pouvoir? C'est parce que lui, bon, il parle de souverainisme et puis les autres parlent de souverainisme. C'est pour cela qu'il faut que lui soit désigné pour aller parler aux autres. Et alors, vous qui ne parlez pas de souverainisme et qui l'envoyez là, les autres vont vous regarder comment? Le Nigeria devait prendre le lead. Le Nigeria ne peut jamais s'autoriser une défaillance stratégique de cette ampleur-là dans notre sous-région. Et c'est ça, vous voyez, parce que le Nigeria ne prend pas le lead, et tout le monde va dans tous les sens. Tout le monde va dans tous les sens. Si le Nigeria avait s'était positionné tout de suite, diplomatiquement d'abord, et ensuite sur la question du djihadisme, parce que, en fait, ce que le Nigeria vivait, c'est ça que les pays du Sahel ont commencé à vivre à travers le djihadisme. Et donc, le Nigeria devrait se positionner et dire, maintenant, mettons-nous ensemble pour combattre ce phénomène. Ils ne l'ont pas fait. Et maintenant, on en arrive à cette étape et il se décharge sur le naïf Diomaye Faye pour qu'il aille faire je ne sais quelle médiation. En fait, il y a toujours dans l'histoire des nations quelque chose qui les unit ensemble. Vous savez, les États-Unis sont nés d'une guerre, de la guerre de l'indépendance contre la Grande-Bretagne. Et aussi contre la France, qui était une puissance et qui attendait que la Grande-Bretagne soit défaite pour qu'elle puisse prendre sa place. Donc, les États-Unis sont nés de ça. Et je crois qu'une alliance comme celle-là, née du fait qu'on est unis pour combattre un phénomène et qui a commencé à prendre la forme de confédération, ne vous attendez pas qu'on aille leur demander de revenir dans la CEDEAO et tout bêtement, ils vont dire bon, laisse tomber Confédération, laisse tomber ceci, on va retourner. Vous pensez que le divorce est consommé? Je crois. Parce que même si le divorce, il y a les conjoints, ils divorcent et puis après ils peuvent se remettre ensemble. Non, ben ici nous sommes dans l'histoire des peuples, nous sommes dans l'histoire des États et je crois que les pays de l'Alliance, l'Alliance des États du Sahel, ont vu comment un regroupement comme la CEDEAO est incapable d'apporter des solutions concrètes aux problèmes d'existence de ses membres. Et ensuite, commencer à combattre encore ceux qui décident de combattre le problème d'existence de l'État. Parce que, rappelez-vous, avec le djihadisme, il n'y avait pas d'État au Mali, il n'y avait pas d'État au Burkina, il n'y avait pas d'État, enfin, il y a l'État au Niger,
à la manière des Français, donc qui s'appuient sur des trucs là, des chiffres de Banque mondiale pour dire, oh, la meilleure croissance dans un pays le plus pauvre au monde. C'est ça, la meilleure croissance. On a une croissance, on a dit même une croissance de 10, vous voyez Macron sorti chaque jour, comme s'il était le chef d'État, en réalité, du Niger, que les autres devraient exécuter simplement ce que lui il dit, sorti chaque jour pour parler du Niger, parce que, justement, lui, il a des intérêts qu'il défend, et il met des suppôts là qui doivent simplement assurer que ses intérêts sont garantis. Je crois que les pays de l'Alliance, philosophiquement, ont fait le divorce avec la CEDEAO. Stratégiquement, on fait le divorce avec la CEDEAO et aussi du point de vue de l'existence. Aujourd'hui, si nous parlons de puissance de feu, c'est dans l'alliance des États du Sahel. Est-ce que c'est pas la Russie finalement qui est derrière tout ceci? Vous savez, quand on écoute RFI du matin au soir, on peut dire des choses comme ça. Parce que moi, je vois les Maliens aller en Chine chercher de l'armement. Je vois les Maliens aller en Turquie à chercher de l'armement. Je vois les Maliens aller en Iran à chercher des alliances. Donc, nous sommes dans un monde multipolaire désormais. Il ne faut pas l'oublier, parce que quand on dit la Russie, c'est la Russie qui fait, alors comme si les Burkinabés ne peuvent pas réfléchir. Moi, je les ai rencontrés pendant au moins une semaine, je vois des gens qui réfléchissent très très bien. Comme si les Maliens ne peuvent pas réfléchir. Vous écoutez, et vous avez la chance d'être sur les réseaux sociaux, vous écoutez Abdoulaye Diop, je crois, regardez le niveau de réflexion, regardez le discours. Vous ne pouvez pas imaginer que des personnes de cette trempe-là... Et vous pensez que ces gens-là vont s'asseoir et dire, mais Russie, donne-nous des ordres, nous on va exécuter. C'est ça? Non, vous savez, il y a des gens qui manquent vraiment de réalisme. Parce que nous sommes dans un... Macron lui-même l'a reconnu à un moment donné finalement. Il a dit nous sommes entre deux. Nous ne sommes pas dans une situation stable du monde en ce moment. Nous sommes en train de passer d'un ordre mondial vers un autre ordre mondial. Les autres ont pris le mouvement. Déjà, ils sont dans l'autre ordre mondial, mais nous voulons rester dans l'ancien ordre mondial. C'est notre problème, et c'est d'ailleurs ce que Ibrahim Traoré a dit. Mais on a demandé à personne d'être indépendant. Mais si vous voulez rester dans votre ordre-là, mais restez-y. Mais ne soyez pas une base de déstabilisation pour nous autres. C'est ça. Alors, Paul-Marie Ressou, qu'est-ce que vous pensez? Parce que lorsqu'on écoute évidemment les autorités nigériennes, les autorités burkinabées, on a l'impression en fait que, excusez de peu, ils ont un problème avec le président Talon, ou du moins avec sa gouvernance. Finalement, on se dit, ils ont vraiment un problème, parce que d'ailleurs, le président burkinabé l'a dit ouvertement, nous n'avons pas de problème avec le peuple béninois, mais nous avons un problème avec ceux qui dirigent le Bénin et puis la Côte d'Ivoire après. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que, je ne sais pas, quel regard il porte sur notre président finalement? Bon, je crois que c'est le président Talon lui-même qui s'est mis dans cette position. C'est à cause du coup d'État? Oui, la position du Bénin après le coup d'État? Du 26 juillet 2023. Sa position et son activisme autour de ce coup d'État-là. Les avions descendent au Bénin, donc ils savent quand le président se déplace, ils savent, qui vous dit qu'ils ne sont pas dans le secret des échanges qu'il y a parfois entre le président, notre président et certains présidents de la sous-région, mais aussi le président français, qui vous dit qu'ils ne sont pas dans le secret, dans certains secrets de ces échanges-là. Et je crois sincèrement que c'est le président Talon lui-même qui s'est mis dans cette difficulté. Et je trouve que peut-être qu'il a amorcé, c'est ce que j'ai dit souvent quand il est intervenu en fin d'année. Je me suis dit que bon, on est en train d'aller vers un autre Talon, mais bon, l'ancien Talon est revenu en force. Mais l'ancien Talon revenu en force est maintenant face à d'autres difficultés. Et j'espère que les difficultés actuelles vont lui permettre de mieux appréhender le monde, de mieux appréhender le monde. Et la géopolitique. Mais regardez comment appelez-le gamin Ibrahim Traoré, comment il a d'abord présenté à son peuple la vision du monde.
qu'on doit avoir aujourd'hui. Mais c'est ça qu'il faut faire. Quand le président Talon se serait assis pour faire cela, il va comprendre qu'il y a des forces qui sont en mouvement dans le monde actuellement. Et ces forces, ça va s'accentuer. Regardez ce qui se passe aux États-Unis et l'élection, comment ça va se passer, les incertitudes autour de l'élection. Et ce qui s'est passé en France récemment. Et regardez ce qui se passe, ce qui s'est passé en France. Et nous sommes dans un État sans presque État, là, maintenant, en France. Donc, il y a des mouvements dans le monde qui ne nous permettent plus de nous asseoir et de lire les choses de façon linéaire. Il est important que le président Talon prenne conscience que le phénomène alliance des États du Sahel, là, ce n'est pas un phénomène contre lequel il faut lutter. C'est un phénomène avec lequel il faut faire. Et c'est ce que le Togolais a vite compris. On allait en parler, la posture du président togolais. On a l'impression que il est entre deux finalement. On ne sait pas exactement quel est ça. Mais c'est ce qu'il a compris. Vous vous rappelez que sous Houphouët, c'est le Togo et la Côte d'Ivoire qui étaient les alliés serrés de la France dans la sous-région et qui posaient des problèmes à tous les États de la sous-région qui ne faisaient pas la volonté de la France. Et maintenant, les autres disent que c'est le Bénin. Parce que la posture de Faure a quand même, je sais pas. Ah oui, mais a changé. Parce que Faure a très vite compris ce qui se passe et Faure n'est pas dans une politique d'un camp. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est exactement comme la guerre froide. La guerre froide, un camp, vous êtes capitaliste, un autre camp, vous êtes révolutionnaire, socialiste, communiste, etc., etc. Mais c'est presque ce qui se passe aujourd'hui. Mais lui, il a compris tout de suite, il n'est ni à gauche ni à droite. Il était au sommet de la CEDEAO d'ailleurs. Mais voilà, et donc il joue le jeu. C'est ce que le Bénin aurait dû faire finalement. Mais écoutez, le Bénin, si tant est que le président Talon avait évalué l'importance du Niger dans l'économie du Bénin, mais le Bénin devrait se comporter comme la Suisse. Nous, on ne parle pas politique. Faites votre chose. Ce qui est important pour moi, c'est le commerce. C'est l'argent. C'est ça. Et on nous avait annoncé diplomatie économique, mais diplomatie économique, là, ça se trouve où maintenant? Ça se trouve où? Le Bénin devrait jouer à la neutralité parce que le Bénin a de gros intérêts avec le Niger et parce que ce regroupement qui se fait est un gros marché pour le Bénin. Le regroupement Alliance des États du Sahel, c'est plus de 300 000, enfin, plus de 300 000, ou bien, je ne sais plus trop combien de personnes, d'habitants. C'est un gros marché pour le Bénin. Si tant est que nous vont faire de la diplomatie économique, oh non, mais on n'est jamais mêlé aux questions économiques, politiques. On se contente de ce que nous servions les causes des uns des autres, à savoir la CEDEAO. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème, mais attention, faites ceci, faites cela. On peut prendre des lois à la CEDEAO. Moi, je suis d'accord qu'on respecte les lois à la CEDEAO. On peut prendre des lois à la CEDEAO, mais nous, on demande des moratoires sur la loi. Parce que, à cause de notre position, par rapport à notre position stratégique par rapport au Niger. Donc, on peut demander des moratoires, on peut demander des assouplissements en ce qui concerne le Bénin. Mais on ne l'a pas fait. Mais on est parti sur l'élan où on doit affronter ce qui est en cours au Niger, au Burkina et choses là. Ce qui est en cours au Burkina, au Niger, il faut vite prendre conscience que même du point de vue militaire, va être un monstre. Parce que, en réalité, ces pays ont conscience que l'ennemi se trouve dans le camp des pays qui sont les pays de la sous-région, qui sont donc des pays frontaliers à eux. Et donc, ils vont s'armer, se surarmer pour faire face à tout ce qui va venir de là-bas. Donc, ça va devenir un monstre. Et il faut donc faire de sorte que, d'abord, regardez comment ils sont unis. Regardez la CEDEAO. Vous avez vu les pays de la CEDEAO unis? Si les pays de la CEDEAO étaient unis, on allait même comprendre que dans cette confrontation, on peut s'en sortir en étant du côté de la CEDEAO et en étant totalement du côté de la CEDEAO. mais la CEDEAO n'est pas unie, comme eux, ils sont unis. Et donc,
il faut que nous ayons une position stratégique. Nous sommes un pays, nous ne sommes pas l'ami de quelqu'un ou contre l'autre. Nous sommes un pays, nous avons les intérêts du pays. Comme le dit quelqu'un, les pays n'ont que d'intérêts, ils n'ont pas d'amis. Mais est-ce que vous ne pensez pas que tout ça divise quand même les peuples? Le Malien, le Burkinabé, le Béninois, le Nigérien, on est des frères. Mais on a l'impression que cette crise-là je sais pas, est-ce que ça ne divisera pas? Est-ce que cette crise-là ne va pas diviser à la longue nos pays et nos peuples surtout? Non, ça divise les pays, mais vous savez, ce qui divise les pays, je vous l'ai dit, les responsabilités, c'est d'abord la CEDEAO, c'est-à-dire que cette structure qui était là et dont on a dit, oui, on a des forces d'attente pour intervenir, mais qui a été incapable d'intervenir contre le djihadisme. Parce que, en fait, ce qui divise tout le monde maintenant, c'est que chacun veut survivre. Chacun lutte pour sa survie. Bien sûr. Et le Bénin lutte pour sa survie. Le Burkina lutte pour sa survie. Chacun lutte pour sa survie, au lieu que ce ne soit une lutte commune. Communauté. Et donc, quand le problème se posait et que les uns les autres ont laissé la France venir régler le problème dans leur espace. C'est pourquoi je dis, j'accuse le Nigeria de cette faiblesse qu'il a montrée dans l'évolution historique de notre pays et dans tout ce qui s'est passé jusqu'ici. C'est très important de le remarquer parce que lorsque les problèmes se posent, nous sommes des pays qui partageons le même espace. Des problèmes se posent dans l'espace et que nous avions des forces qui pouvaient intervenir pour régler les problèmes. Il était important, je crois, de les activer. Regardez, supposez que chaque pays décide que sur son budget, désormais, il va prélever 10 milliards pour la lutte contre le djihadisme dans la sous-région. Si on avait fait même 5 milliards quand l'affaire de Boko Haram a éclaté au Nigeria, mais regardez là où nous en sommes. On a laissé le Nigeria faire face seul au phénomène, jusqu'à ce que la Libye déstructurée, déstabilisée ou bien disloquée complètement, que les djihadistes ne descendent et que la France ne vienne jouer je ne sais quel type de gendarme, mais vous avez compris que la France, là où la France va, le djihadisme va là. Et donc, les pays des États du Sahel ont chassé autant la France que la MONUSCA, ou je ne sais pas comment on l'appelle, les trucs de l'ONU, que les djihadistes. Maintenant, certains se plaisent à dire, oui, il y a encore des attaques de djihadistes sur le terrain, il y a encore des attaques. Mais écoutez, même la France n'est pas épargnée. On se rappelle ici, c'est Cana enchaîné, c'est le symbole même de la France qui a été attaqué. Personne n'est épargné par le djihadisme, mais eux, ils avaient le djihadisme sur leur territoire. Ils ont essayé de déraciner maintenant le djihadisme. Ça va continuer pour un certain temps. La stabilité va finir par venir, même si on ne peut pas dire que le djihadisme disparaîtra de façon définitive donc du territoire. Moi, je crois que le Bénin doit se redéfinir très rapidement et doit redéfinir sa politique, sa politique d'abord sous-régionale et sa politique internationale, parce que les phénomènes qui se produisent autant au plan international et dans la sous-région aujourd'hui affectent complètement notre façon de voir le monde, notre façon de nous voir nous-mêmes et notre façon de voir le monde. Mais si nous limitons à proférer des injures contre le président burkinabé au lieu d'aller véritablement lui demander maintenant de nous donner les preuves qu'il a là et que sur la base des preuves, nous, en tant que pays, nous puissions nous exprimer nous aussi et que lui aussi s'exprime et que nous voyons la vérité, où se trouve la vérité et que nous restons dans les injures, ça veut dire que nous restons dans le déni et le déni ne nous servira pas. Alors Paul-Marie Ruessou, on va conclure cette émission. Oui, on va conclure en disant que le monde aujourd'hui est en mouvement et le Bénin doit prendre conscience. Le président Talon d'abord, mais celui qui viendra après lui, ceux qui élaborent donc des projets de société aujourd'hui, nous on aura un regard très sérieux sur les projets de société désormais, parce que moi je suis reparti voir les projets de société qu'on avait là, c'était des chiffons, je le dis très sincèrement. Les projets de société doivent nous montrer que celui qui veut nous diriger a conscience
des phénomènes qui se passent dans le monde aujourd'hui, à savoir que le monde n'est plus unipolaire, le monde est multipolaire, et que nous devons nous redéfinir par rapport à ce monde multipolaire et savoir comment nous devons nous comporter. Je ne veux pas dire que le Bénin doit faire cavalier seul et être seul dans sa politique. Le Bénin a nécessairement besoin d'être dans un espace régional et évoluer dans cet espace, mais il est important que le Bénin se rappelle que un phénomène comme l'AES, l'Alliance des États du Sahel, que ce n'est pas un phénomène qui est né pour mourir tout de suite, c'est un monstre qui est en devenir et qu'il faut véritablement se redéfinir par rapport à ce monstre-là. Pas contre ce monstre, mais comment profiter de la présence de ce monstre dans la sous-région. Maintenant, est-ce que ce monstre va disloquer complètement la sous-région et faire que, moi je crois que l'évolution, chacun fera le point au fur et à mesure qu'on évolue, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, chacun fera le point et verra là où, quelle est l'alliance qui met en œuvre beaucoup plus de valeurs, à savoir l'unité, la solidarité, la lutte en commun contre les phénomènes qui menacent notre existence et le développement, mais ici, on va dire le développement, pas comme avant, basé sur, vous savez, on dit 2 chiffres, le Niger faisait 2 chiffres, mais en étant toujours pauvre, le plus pauvre au monde. Et donc, pas le développement basé sur les chiffres de la Banque mondiale, mais le développement basé sur les projets souverainistes, les projets définis par les nations et qui permettent aux nations de s'élever au-dessus de ce que nous avons aujourd'hui comme problème. Merci Paul-Marie Rousseau. Sur le débrief, nous sommes revenus donc sur les dernières accusations du président Ibrahim Traoré contre notre pays, le Bénin. On retiendra que le monde est multipolaire et le Bénin doit donc redéfinir sa politique donc pour pouvoir mieux avancer. Paul-Marie Rousseau a également indiqué que les propos du président Ibrahim Traoré étaient une opportunité pour le Bénin pour montrer sa bonne foi, donc au gouvernement de saisir donc cette balle pour mieux comprendre de quoi parle le président du Burkina Faso.